Bonsoir, 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 bonsoir. J'ai un peu chaud. Alors, voilà, je me suis dit que, parce qu'il faut que je le rende, parce que je l'ai pris à la bibliothèque, je voulais te partager un passage d'un roman que j'ai pris totalement par hasard à la bibliothèque, du coup, juste parce que j'étais en mode, tiens, la couverture elle est marrante. C'était dans la littérature jeune adulte ou grands ados, je sais plus comment ils appellent ça. C'est une histoire d'amour. Et c'est écrit, je te montrerai des pages, je pense, au montage. Faut qu'on y pense. Un peu à la manière d'un poème, il y a beaucoup de choses qui riment, c'est très joli, c'est très plaisant à lire. Et j'ai aucun souci à lire dans ma tête, mais je trouve quand même que le lire à voix chuchotée ou à voix basse, c'est plus intéressant. Ça donne un truc vraiment intéressant, plus que de le lire dans sa tête. Voilà, donc il faut que je me trouve une position où tu arrives à tout entendre. Je pense que je vais te relire le début. Alors, pardon, mais je sélectionne pas trop parce que personnellement, quand j'écoute des gens à lire, alors soit j'ai cliqué sur la première vidéo pour avoir la première partie du livre, soit je la mets juste en fond pour avoir un bruit pendant que je m'endors, avoir une présence. Et je me dis que sûrement que tu vas faire ça aussi. Mais bon, partageons tout de même ce petit moment avec du coup le titre Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est une française, et si je dis pas de bêtises, le livre est sorti en 2017, il me semble. On y va pour le début. Je vais essayer de garder ça avec une seule main pour te tenir le micro qui est très petit et pas très sensible. Du coup tu risques de pas entendre grand chose si je le mets plus loin. Attention, on est parti. Parce que leur histoire ne s'était pas achevée au bon endroit, au bon moment. Parce qu'ils avaient contrarié leurs sentiments. Il était écrit, me semble-t-il, que Jeanne et Tatiana se retrouvent 10 ans plus tard, sous terre, dans le météore, ligne 14, violet clair, un matin d'hiver. Il était 9h moins le quart. Eugène, imaginez, portait un pantalon de velours noir, une chemise Oxford à carreaux bleu pâle, col sage, une veste anthracite en tweed, une écharpe grise, probablement cachemire, effrangée aux extrémités, enroulée une fois, 2 fois autour de son cou, et par-dessus un visage qui s'était apaisé depuis la dernière fois, un visage dont les traits depuis la dernière fois avaient un peu desserré leur écriture. Il avait l'air moins dur et plus patient. Plus élastique, plus tendre. Un visage rincé de son adolescence, celui d'un jeune homme qui a appris son mal en patience, celui d'un jeune homme qui a appris à attendre. Tatiana, figurez-vous, avait repensé à lui la veille au soir, ce qui aurait pu être une étonnante coïncidence, sauf qu'elle pensait à lui souvent. Et je suis
lâché il y a 2, 3 ou 10 ans. Ce n'est pas pire après 10 ans. Ça n'augmente pas nécessairement avec le temps. Ce n'est pas un investissement, le regret. Il n'y a pas toujours de quoi en faire toute une histoire. Mais pour ces deux-là, vous m'excuserez de faire une exception. Regardez comme ils chancellent de se revoir. Regardez un peu leur regard. Eugène, ça fait longtemps, s'exclama Tatiana, plutôt bonne actrice. Il vint s'asseoir à côté d'elle. Un siège s'était justement libéré. Sur la vitre noire qui réfléchissait son visage, un front endormi avait imprimé un petit disque de graisse, comme un tampon discret dans un carnet de voyage. Peut-être quelqu'un qui avait voulu laisser une trace de son passage. Tatiana se voyait elle aussi dans la vitre, à l'oblique, alors qu'accélérait le train en rugissant. Les démarrages, les virages et les freinages de la ligne 14 sont notoirement malveillants. On ne peut tranquillement ni s'y tenir debout, ni bavarder, ni lire. Mais elle nous emmène très loin, très vite. C'est l'avantage. Tatiana fixait toujours la vitre qui réfléchissait leurs deux visages. Eugène lui cria : « Qu'est-ce que tu deviens ? Je ne savais pas que tu étais enceinte. » Elle ne l'était pas. Cependant, il lui était difficile de contredire Eugène, car elle arborait sur son duffel-coat un énorme badge où une tête de nourrisson hilare déclarait en lettres capitales, dans une grande bulle blanche, « Bébé à bord ». Et en plus petit dessous, « Merci de me céder la place ». Il était donc logique que cette conclusion ravagée, et qui d'ailleurs était surpris de s'en trouver si affligé, en déduise cette chose-là. Il y avait une explication qui ne pouvait être donnée dans l'immédiat. À cause de la rareté des sièges inoccupés dans le métro parisien entre 8 et 9 heures du matin. Tatiana t'avait acheté quelques mois auparavant ce précieux sésame, immédiat libérateur de strapontin. Elle adorait voir les gentils passagers, notant son badge, se lever, bondir de leur place, comme si elle leur brûlait les fesses. Elle les remerciait bien, avec de fins sourires de vierge. Et puisque son état n'avait rien de secret, il déclenchait des conversations hurlées sur les prénoms. La layette, l'accouchement, la péridurale, les crèches, l'allaitement, etc. Elle avait dû s'informer un minimum sur les expériences de femmes enceintes, de parturientes et de jeunes mères, développer un récit cohérent, car il y avait souvent dans la rame, à cette heure-là, les mêmes passagers. Elle ne pouvait pas dire un jour qu'elle était à 4 mois d'une grossesse gémellaire, et le lendemain que c'était une petite fille trisomique qu'elle et son mari avaient décidé de garder. Et le surlendemain, un enfant miracle, après 8 fécondations in vitro. Et le jour d'après, qu'elle faisait mère porteuse pour un couple gay. On n'aurait plus cru à son badge si son histoire changeait. Ce souci d'exactitude
était le prix à payer pour un siège quotidiennement libre jusqu'au retour du printemps, où elle pouvait plus agréablement se rendre en Vélib à la Bibliothèque nationale. Qui est le père demanda Eugène. Le père c'est Fred. Fred, je le connais. Non, sans doute pas, dit Tatiana qui venait de l'inventer. Il y eut un silence. Puis Tatiana le complimenta. Quelle élégance! Ah, merci, répondit Eugène. Je vais à l'enterrement de mon grand-père. Oh, génial, fit Tatiana, ne s'étant pas laissé tout à fait assez de temps pour enregistrer l'information. Prochaine station, gare de Lyon. À droite, de l'autre côté du quai, une luxuriante forêt tropicale aménagée surgit derrière les larges vitres. Je me souviens combien, à 11 ou 12 ans, j'avais rêvé d'y voir se balancer des singes ou des serpents. Les portes coulissèrent et on informa les passagers. Les portes coulissèrent et on informa les passagers en 3 langues qu'il fallait ici descendre à gauche. Parada por el lado izquierdo. Moi, à l'époque où tout cela était fabuleux et nouveau, je m'étais demandé à quels extraterrestres s'adressait ce message impénétrable. C'est si jamais il y a des Espagnols dans la rame, m'avait expliqué mon père, pour qu'ils sachent où descendre. Je n'étais pas sûre de ce qu'étaient les Espagnols. Je les imaginais longs et caoutchouteux, je ne sais pas pourquoi. Pendant des mois, à l'approche de la station Gare de Lyon, je guettais, le cœur battant, les mains serrées, l'apparition de créatures élastiques qui, désobéissant à l'appel, ouvriraient la porte côté jungle et iraient se couler parmi les feuilles des palmiers. Mais retournons à nos 2 voyageurs. Leurs souvenirs sont plus graves que les miens. Ils ont des choses à se dire qu'ils n'arrivent pas à articuler. Alors, ils en disent d'autres, mais qui peinent à cacher ce qui les préoccupe. C'est ce qui se passe quand on a tout caché. On est lâche. Heureusement que quelqu'un en nous parle à notre place. « Et toi, tu vas où ?» demanda Eugène. « À la BNF, comme tous les matins. Exactement. À la même heure. Si jamais tu comptes refaire le même trajet demain. » La voix intérieure de Tatiana dit « Mais il va au cimetière, déconne quoi. » Par bonheur, Eugène ne releva pas la gaffe, tout occupé à se demander ce qu'il faisait demain à la même heure. « Tu vas à la bibliothèque pour quoi faire ?»« Je bosse sur ma thèse. Je suis en dernière année de doctorat. »« Ah oui, une thèse. En quoi ?»« En histoire de l'art sur Caillebotte. Gustave Caillebotte. » Elle passa alors en pilote automatique. « Ne t'inquiète pas, personne ne sait qui est Caillebotte. » Ne t'inquiète pas donc, personne ne sait qui est Caillebotte. C'est un artiste du XIXe siècle qui était à la fois peintre et collectionneur. Théoriquement, dans le courant des impressionnistes, mais en fait, ses peintures sont beaucoup plus précises, plus classiques en quelque sorte. Ces peintures sont beaucoup plus précises
plus classique en quelque sorte. Tu as peut-être vu l'un de ces tableaux, les plus célèbres, une vue de Paris sous l'averse. Des bâtiments haussmanniens en proue de bateau avec un homme et une femme sous un parapluie. Oui, je sais, l'interrompit Eugène. Je sais très bien qui est Caillebotte. Ah, parfait. Eh bien, tu sais tout. Cette déclaration de Tatiana impliquait accidentellement que sa thèse se résumait à pas grand-chose. Pour qu'il ne reste pas sur cette impression, elle entreprit de l'y décrire, dans un niveau de détail qu'on pourrait juger peu nécessaire, un morceau de son 3e chapitre, très spéculatif en ces temps-là, qui portait sur la représentation de l'eau chez Caillebotte. Tatiana y montrait, non sans intrépidité rhétorique, que le traitement de l'élément liquide dans ces tableaux, pluie, rivière, eau de rinçage, répondait de manière discrètement contestataire au barbouillage plus pâteux et spongieux de ses contemporains. Quand elle eut achevé ses explications, le métro arrivait dans un très long mugissement. À la station Bibliothèque François Mitterrand. Eugène, lui aussi, sortit du wagon. « Ton enterrement est dans le coin, fit Tatiana, pas très élégamment. C'est au cimetière du Kremlin-Bicêtre. Je vais y aller à pied, j'ai le temps. » Ils se perchèrent en silence sur l'escalier mécanique. Elle se tint gauchement sur la droite, le pied droit devant le gauche pour cacher l'échelle qu'elle avait au collant de gauche du coup. Eugène semblait pensif. Tatiana remarqua les ridules à la naissance de son front, qui n'avait pas été là la dernière fois, mais dont elle aurait pu anticiper la progressive apparition, à force de tous ces froncements de sourcils qu'il faisait à l'époque pour exprimer sa désapprobation. Il avait été un adolescent désapprobateur, plein d'ennuis, et elle, trop approbatrice et trop rêveuse. Elle se demanda vaguement si elle était toujours amoureuse. « Ça serait sympa qu'on se revoie », lui dit Eugène à mi-escalator. Comme cette phrase appelait 1000 questions. Mais Tatiana n'en posa aucune et se concentra sur les périls immédiats de son ascension. Son bras gauche s'échappait vers le haut, tiré par la rampe plus rapide que les marches. Elle vérifia que son écharpe ne traînait pas par terre, histoire de ne pas se faire étrangler au bout de l'escalator. Elle avait vu la vidéo d'un tel incident sur internet. Le mec en était mort. « Je peux avoir ton numéro ?» reprit Eugène. « Bien sûr, dit-elle, et le lui donna. Il la bipa pour qu'elle ait aussi le sien, mais elle l'avait déjà. Apparemment, il n'en avait pas changé depuis 10 ans. Apparemment, il n'avait pas conservé celui de Tatiana. « Comment va Olga ?» demanda Eugène, mollement, alors qu'il jouait des coudes pour arriver jusqu'au portique. « Oh, tu sais, normal. Au fait, elle a 2 filles maintenant. » « Ah, cool. Ça fera des cousines au tien. »
Tatiana avait momentanément oublié l'histoire du badge. Ce fut l'occasion d'un démenti. Écoute, je ne suis pas du tout enceinte. J'ai acheté ce truc pour qu'on me laisse la place le matin, dans le métro. Eugène renversa la tête en arrière pour rigoler. Mais ce rire le surprit car il allait au-delà du rire. Il donna le sentiment à Eugène d'être, je ne sais pas, un perce-neige, un astère, l'une de ces fleurs qui cassent la croûte blanche de l'hiver et respire soudain l'air glaçant. Le rire de quelqu'un qui, jusqu'à ce rire-là, n'était pas tout à fait vivant. Le rire de quelqu'un qui, jusqu'à ce rire-là, n'était pas tout à fait vivant. Je me disais aussi que tu étais un peu jeune pour une telle responsabilité. Oh, tu sais, on se sent toujours trop jeune pour quelque responsabilité que ce soit, dit Tatiana. Un chaton, un bonsaï, conserver son billet jusqu'à la fin du trajet. Elle soupira comme pour elle-même. J'en suis au billet maintenant. J'ai pas renouvelé mon abonnement Navigo, j'ai pas de frais dans ce moment. Conserver son billet jusqu'à la fin du trajet. Elle soupira comme pour elle-même. J'en suis au billet maintenant. J'ai pas renouvelé mon abonnement Navigo, j'ai pas de frais dans ce moment. Pas de Fred. Pas de fric. Putain, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Mais pas de Fred non plus, osa Eugène. Pas de Fred non plus, non. Fred est une invention souterraine. Eugène sourit, hocha la tête, effaré de s'apercevoir que la simple idée de frôler Tatiana, la fouler dans serré pour passer le portique, lui foutait la trique, comme s'il avait eu 12 ans hier soir. Passe devant, ce sera plus pratique. Par sens de l'humour, ou sans doute plutôt à cause du frottement de leur manteau en laine, la porte leur fila une décharge électrique. Tatiana planta son ticket de métro dans un ikebana de détritus. Dégoûtante efflorescence d'une mini poubelle cendrier. Dehors, c'était la tornade habituelle entre les 4 tours de la BNF. Dehors, c'était la tornade habituelle entre les 4 tours de la BNF. Par tous les temps, même en plein mois d'août, alors que la ville entière languit époumonée sous un soleil noir, comme une bille de charbon, les escaliers du promontoire sont balayés de typhons. Et on va s'arrêter là pour ce soir, puisque j'ai un chat et un être humain très chiant qui sont apparus.